Tu as fini ta journée, tu as bouclé ta to-do, tu as hyper bien bossé, tu as répondu à tous tes mails, tu as été à ton cours de sport, tu as cuisiné un truc à peu près sain, tu as même posté une story et tu as appelé ta mère. Tu te poses dans ton canapé et là, normalement, tu devrais te sentir bien. Et au lieu de ça, tu sens un truc bizarre. Tu vois, tu as un petit bruit de fond qui te dit ouais, mais demain, faut que je fasse telle chose et telle chose, ou j'aurais pu faire plus aujourd'hui, ou t'as quand même un peu glandé entre 14 et 15 heures, t'abuses. Si tu connais cette sensation, surtout reste avec moi parce que dans les 30 prochaines minutes, on va comprendre ensemble pourquoi ce qui devrait nous rendre heureux, heureuses, finit par nous rendre malheureux et malheureuses. Et surtout, d'où ça vient vraiment. Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi sur la base d'études en psycho et en neurosciences. Moi c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Bon, petite parenthèse avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Si je sors cet épisode seulement aujourd'hui et pas la semaine dernière, c'est que tout simplement la semaine dernière j'ai traversé une situation personnelle disons, compliqué. Je vous épargne les détails, mais en gros, j'ai découvert que deux personnes en qui j'avais confiance portaient en fait un masque et que leur vraie nature était beaucoup moins reluisante que celle qu'ils montraient. Et en fait, c'est marrant parce que en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que j'allais justement vous parler de ça, des masques, sauf qu'aujourd'hui, on va parler des nôtres. De ceux qu'on porte tellement longtemps qu'on finit par croire qu'ils sont notre vrai visage. Et honnêtement, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'on était vraiment nombreux à fonctionner comme ça, à avoir tellement la tête dans le guidon de l'excellence qu'on en oublie ce qui nous fait vraiment du bien au profit de ce qui nous fait paraître bien. Et du coup, j'ai voulu comprendre est-ce que c'est quelque chose qui est génétique? Est-ce que c'est l'éducation, la société? Donc j'ai lu des livres. Bon, dit comme ça, on dirait que j'en ai lu 30. J'en ai lu un et demi. J'avoue, je n'ai pas non plus des heures et des heures à accorder la lecture de mes bouquins, même si j'aimerais. Mais j'ai lu aussi des articles, des théories en psycho, en socio, en philo. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous, non pas pour vous donner toute la vérité parce que ce serait impossible, mais plus des axes de compréhension. Parce que comprendre, ça permet de nommer, nommer, ça permet de prendre du recul, et prendre du recul, ça permet de piloter un peu mieux au lieu de subir. On dit souvent, ouais, non mais moi, tu comprends, je suis perfectionniste, comme si c'était une qualité à mettre sur son CV. Eh bien, spoiler, ça n'en est pas une. Et je sais que tu le mets sur ton CV, je sais que tu en parles en entretien, mais pour comprendre ça, il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas un perfectionnisme, il y en a plusieurs. C'est un psychiatre français qui s'appelle Frédéric Fanger qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Toujours mieux. Et dans ce bouquin, il identifie ce qu'il appelle les 3 P, comme la lettre P. Le premier P, c'est se prendre pour parfait. C'est la petite voix qui te dit tu dois être irréprochable. Le deuxième P, c'est paraître parfait. Là, on est dans l'image, dans le regard des autres. Et le troisième P, c'est plaire à tout prix. C'est l'incapacité à supporter le moindre rejet. Et soyons honnêtes, quand on est perfectionniste, souvent on coche les 3. Quelle joie, vraiment. Mais ce que Fanger dit surtout, c'est qu'il y a un perfectionnisme sain qui te tire vers le haut et un perfectionnisme pathologique qui te paralyse. Et la grosse différence, c'est que la pathologique te fait procrastiner. Oui, oui, le perfectionniste pathologique ne fait pas plus, il fait moins. Parce qu'en fait, rendre un truc imparfait, c'est insupportable. Du coup, on ne rend rien. Comme ça, on garde l'illusion qu'on aurait pu être brillant ou brillante. Et en tout cas, si ça te parle, écris-moi sur les réseaux. T'inquiète pas, on est nombreux dans cette galère. Je te partagerai le bouquin. Dans tous les cas, c'est dans les références. Hyper instructif. Il y a un deuxième chercheur dont les chiffres sont juste hallucinants. C'est Thomas Curran. Alors, je le dis avec l'accent parce que cette personne vient de la London School of Economics. Et lui, il a analysé 41 000 étudiants entre 1989
et 2016. Et il a découvert que le perfectionnisme dit socialement prescrit, c'est-à-dire le sentiment que la société exige que tu sois parfait ou parfaite, a augmenté de, écoutez bien, 33% en 27 ans. 33%. Donc ça veut dire qu'on n'est pas devenu plus exigeant envers nous-mêmes, c'est qu'on perçoit que la société est devenue beaucoup plus exigeante envers nous. Et la grande question en voyant tout ça que je me suis posée, c'est mais pourquoi ? Pourquoi en fait ? Elle vient d'où cette pression ? Eh bien, elle vient d'un peu partout en réalité. Et c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui qu'on remonte le fil, couche par couche, et qu'on commence par la période dont j'adore parler, si vous me suivez, vous le savez. C'est cette période avant même que tu ne saches écrire, l'enfance. Voilà. Bon, tu me diras, quand t'es enfant, c'est là où tu apprends à écrire. Mais vous m'avez comprise. J'aimerais que tu imagines une scène. T'as 5 ans, tu rentres de l'école avec un dessin, tu cours vers ta mère hyper fière et tu lui montres. Et là, soit elle s'illumine et te dit « Waouh, c'est magnifique mon cœur, quel talent, un vrai petit artiste ». Et toi, tu enregistres « Quand je produis quelque chose de bien, on m'aime ». Soit elle te dit « Ouais, super, va ranger tes chaussures ». Et toi, tu enregistres « Même quand je fais quelque chose de bien, ou quand je fais bien, on ne me voit pas ». Multiplie cette scène par 1000, 10 000, sur toute une enfance, et tu commences à comprendre comment ça se câble. C'est un pédiatre et psychanalyste britannique, Donald Winnicott, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, qui a théorisé une distinction fondamentale. Il parle du vrai self et du faux self. Le vrai self, c'est ce que tu ressens vraiment, ce que tu désires spontanément. Le faux self, c'est le personnage que tu mets en place pour répondre aux attentes des autres. Et en fait, tout enfant développe un peu de faux self. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est quand le faux self prend toute la place. Quand chaque fois que tu as exprimé ta colère, ta tristesse, ton désaccord, on a répondu par le rejet ou l'indifférence. Et du coup, tu apprends que ces parts de toi sont inacceptables. Donc, tu les enterres. Et à l'âge adulte, ça donne quoi ? Ça donne quelqu'un qui fonctionne, qui performe, qui réussit même très bien, mais qui ressent ce vide inexplicable. Le fameux « j'ai tout pour être heureux, heureuse, pourquoi je ne le suis pas ?» Et ben voilà, c'est parce que le faux self vit ta vie et que le vrai self, lui, est en exil. Et Alice Miller, qui est une psychanalyste suisse, a poussé cette idée encore plus loin dans un bouquin qui s'appelle « Le drame de l'enfant doué ». Très bon bouquin, je vous le recommande, je le mettrai dans les références du podcast comme toutes mes sources. Alors attention, l'enfant doué, ce n'est pas l'enfant surdoué intellectuellement. Ne faisons pas de confusion. C'est l'enfant hypersensible aux besoins inconscients de ses parents. Celui qui détecte ce qui fait plaisir, ce qui apaise, ce qui évite les conflits. Et cet enfant ressent un truc très simple, et c'est un peu terrible, je dois l'avouer, c'est « je ne suis pas aimé pour ce que je suis aimé pour ce que je produis ». Et ben voilà la matrice de l'adulte qui performe pour exister, qui confond approbation et amour et qui, accroche-toi bien, peut tomber en burn-out ou en dépression dès qu'il s'arrête. Et ouais, ça paraît fou, mais parce que en fait, quand il s'arrête, c'est là que le vide originel surgit. Et c'est pour ça que pour beaucoup de gens, les vacances ou ne rien faire, c'est ultra angoissant. Parce qu'il y a un vide, et le vide, ça fait peur. Et tu vois, typiquement, des gens qui vont remplir à fond leur agenda, qui vont être qui ne peuvent pas se poser, ça peut être un axe de compréhension. Voilà. Et il y a un médecin contemporain qui s'appelle Gabor Maté, qui formule un truc qui m'a vraiment bouleversée. Il a dit que tout enfant a 2 besoins vitaux. D'une part, on a l'attachement, être en lien, et ça, on l'a vu dans le développement psychique de l'enfant, c'est que être en lien, sans ça, il meurt. Un enfant meurt, littéralement. Et d'autre part, il y a l'authenticité, être en contact avec ses propres sensations, ses émotions, ses besoins. Quand ces 2 besoins entrent en conflit, l'enfant doit choisir. Et il choisira toujours
l'attachement. Toujours. Parce que l'authenticité ne lui sert à rien s'il est abandonné. Donc, il coupe la connexion à lui-même pour préserver la connexion à l'autre. Et c'est pour mater le trauma fondateur de beaucoup, beaucoup de gens, dont en fait presque tout le monde souffre dans notre société. C'est pas un trauma violent, c'est une érosion silencieuse de la connexion à soi. Et tu vois où je veux en venir. Si tu as perdu la boussole intérieure, tu vas suivre la boussole extérieure. Les attentes, les standards, il faudrait que. On a le terrain psychique, maintenant je veux qu'on monte d'un cran. Parce que ce terrain-là, il est exploité à fond, en fait. Et là, je vais te présenter un philosophe que je trouve absolument brillant sur notre époque. Il s'appelle Byung-Chul Han. Il est coréen-allemand. Et ouais, mélange surprenant, mais qui a fait un sacré cerveau quand même. Et il a écrit un bouquin de 90 pages. Ça se lit dans un avion. Franchement, c'est hyper simple. Ça s'appelle La société de la fatigue. Anne dit un truc fondamental, c'est que pendant tout le 19e et le 20e siècle, on vivait dans une société disciplinaire. Foucault, d'ailleurs, avait théorisé ça. L'école, l'usine, l'armée, l'hôpital, tout te contrôlait depuis l'extérieur. Le verbe organisateur, c'était « tu dois ». Et Anne dit qu'on a changé d'époque. Donc, en gros, on vit aujourd'hui dans une société de la performance. Et le verbe organisateur, c'est plus « tu dois », c'est « tu peux ». Le fameux yes we can, tu vois, cet accent, mon Dieu. Le fameux yes, je vais pas retenter. Le yes we can, t'es libre, tu peux tout devenir, personne te dit plus quoi faire. Et là, tu te dis, bah, c'est cool, non ? Franchement, une société où t'es libre, bénef. Ben, en fait, oui. Alors oui, c'est super, mais pas vraiment, parce qu'avant, si t'échouais, tu pouvais blâmer le système. Le patron m'a pas laissé ma chance, la société est injuste, etc., etc. Maintenant, si t'échoues, eh bien, c'est uniquement de ta faute. Tu pouvais, t'as pas su, t'as pas voulu, donc tu vaux moins. Et là, Anne nomme un truc qui te fera mal, mais en tout cas, moi, qui m'a fait un peu mal, j'avoue, mais qui est juste l'auto-exploitation. Avant, l'exploitateur et l'exploité, c'était deux personnes différentes. Le patron exploitait l'ouvrier. Aujourd'hui, c'est la même personne. Tu es ton propre patron et ton propre bourreau. Tu te lèves à 5 heures pour ta morning routine, faire ta petite skincare, etc. Tu te fixes des objectifs SMART, tu prends pas de vacances parce que je veux finir ce projet. Tu te juges en permanence et c'est précisément ce qui rend ce monde infiniment plus efficace et infiniment plus aliénant que n'importe quelle contrainte externe. Parce que tu peux pas démissionner de toi-même. Voilà. Et Anne dit que les maladies emblématiques de notre époque, donc le burn-out, la dépression, ADHD, l'anorexie, les TCA, tout ça, eh bien, ce sont des maladies de l'excès de positivité, pas de la contrainte. Avant, la question, c'était est-ce que j'ai le droit ? Maintenant, c'est est-ce que j'en suis capable ? Et comme les possibilités sont infinies, l'insuffisance l'est aussi. Parce qu'on est entré dans une autre dimension dans la société actuelle, c'est celle de l'accélération. C'est un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa qui dit un truc super contre-intuitif. On pensait que la technologie nous libérerait du temps, donc tu vois, les machines à laver, les emails, les transports rapides, eh bien, ça devrait nous laisser respirer, non ? Eh bien, pour lui, c'est l'inverse qui s'est produit. Plus on est efficace, plus les attentes augmentent. L'email a remplacé la lettre. Avant, tu écrivais une lettre par semaine. Maintenant, tu reçois 100 mails par jour. Et tu dois répondre dans l'heure parce que sinon, t'es pas pro. Et tu connais ce sentiment, je suis sûre, d'être toujours en retard sur ta propre vie, de jamais avoir fait assez. Bah voilà, c'est ça l'accélération. Et là, je veux faire une petite aparté sur l'IA, l'intelligence artificielle, parce que pour moi, on est passé... Alors, c'est génial l'IA, mais on est passé sur un nouveau cran. Et c'est un cran vertigineux. Parce qu'en fait, avec l'IA, t'as plus d'excuses. Tu peux écrire un mail parfait en 30 secondes, produire un slide deck en 5 minutes, apprendre une compétence en un week-end, faire ta veille, ton plan de carrière, ton plan de mariage, ton thread LinkedIn. Tout est assisté par une IA. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, les standards montent encore.
Parce que si toi, tu produis pas avec l'IA, l'autre, lui, il le fait. L'IA promettait de nous libérer du travail. Pour beaucoup, elle multiplie la quantité de choses qu'on est censé produire. Et le perfectionnisme se nourrit de ça à fond. Parce qu'avec l'IA, t'as plus d'excuses de rendre un truc imparfait. T'aurais pu utiliser l'outil, t'aurais pu faire mieux. Bon, je sens qu'on se déprime tous ensemble là, je suis désolée. Mais du coup, je vais te donner un petit antidote. Alors, j'ai pas lu le bouquin, mais je me le suis commandé, parce qu'il a l'air génial. C'est 4000 semaines d'Olivier Burkman. Le titre est déjà une claque. 4000 semaines, eh bien, en fait, c'est la durée moyenne d'une vie humaine. Et quand tu le vois comme ça, c'est pas tant que ça, hein. Et en fait, Burkman dit un truc hyper libérateur. Ce qu'il dit, c'est que toute la littérature de productivité repose sur une grosse illusion. C'est qu'avec assez d'organisation, on pourrait tout faire. C'est mathématiquement faux. Parce qu'en fait, plus tu fais des choses, plus il y a des choses possibles à faire. Tu rattraperas jamais. Donc sa proposition, et c'est pour ça que je veux absolument lire ce bouquin, parce que je veux aller plus loin là-dedans, c'est d'arrêter de fantasmer, de tout accomplir. C'est de choisir consciemment ce que tu négliges, parce que toute décision de faire X est une décision de ne pas faire 1000 autres choses. Et si tu arrêtes de te culpabiliser pour tout ce que tu fais pas, eh ben, tu as déjà gagné une quantité folle de paix intérieure et de paix mentale. Voilà. Et je veux aussi faire un point spécifique pour les femmes qui m'écoutent. Parce qu'il y a une couche supplémentaire qu'on peut vraiment pas ignorer et qui est importante d'aborder dans cet épisode. C'est Mona Chollet, dans Beauté fatale, qui montre un truc assez vicieux. Les injonctions esthétiques faites aux femmes, c'est un système de contrôle social pour elles. En gros, quand tu fais passer une part énorme du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'attention totale d'une femme dans son apparence, avec les épilations, le maquillage, le sport, régime skincare, anti-âge, etc., etc., eh bien, c'est tout ça qui n'est pas disponible pour ses ambitions politiques, professionnelles, créatives. Elle parle d'ailleurs d'auto-objectification, où dès l'enfance, les petites filles apprennent à se voir de l'extérieur à travers le regard d'un observateur. Donc elles n'habitent pas leur corps de l'intérieur, elles se surveillent. Et ce regard intériorisé, tu le portes toute ta vie en tant que femme, quand tu n'as pas conscience de ça, quoi. Donc concrètement, pour les femmes, la pression de performer, c'est exponentiel. Tu dois performer professionnellement et esthétiquement et dans le care. Tu vois, la maman parfaite, la partenaire parfaite, l'amie parfaite, la fille parfaite. Et les injonctions sont souvent contradictoires. Je suis un baby des fin des années 90. On m'a toujours dit faut être mince mais avec des formes, naturelle mais maquillée, sexy mais pas trop, jeune mais mature, ambitieuse mais douce, indépendante mais en couple. L'échec est mathématiquement garanti dès le départ. Enfin, c'est pas très sympa quand même. Petite parenthèse pour les hommes qui écoutent. Vous aussi, vous avez votre lot d'injonctions, hein. Je ne vous oublie bien évidemment pas. La pression virile de la performance, l'interdiction implicite de montrer ses émotions, le il faut gérer, il faut rassurer. Vous êtes pris dans des cases en fait dont on parle moins, mais qui font tout de même, je trouve, des dégâts. Eh bien, cet épisode est aussi pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ok, là j'imagine que tu dis bon Louise c'est cool, t'as bien plombé l'ambiance et maintenant on fait quoi? Bon, c'est légitime, j'avoue. Eh bien, je veux finir avec quelqu'un dont la vie elle-même valide ce qu'il a écrit. Cette personne, c'est Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien survivant d'Auschwitz. Et là, je te vois lever les yeux au ciel et dire Louise, on est parti dans dans l'épisode de la déprime, c'est bon, tu nous dis que tu vas nous remonter le moral, tu nous parles de quelqu'un qui survit à Auschwitz. Bon, je te promets, ça donne vraiment une lueur d'espoir. En gros, après les camps, il a fondé ce qu'on appelle la logothérapie. Logothérapie, ça vient du grec logos, le sens, et Frankl dit un truc qu'il a vu de ses yeux dans les conditions les plus extrêmes qu'un être humain puisse vivre. Il dit que ce qui fait tenir l'être humain, c'est ni le plaisir ni le pouvoir, c'est le sens. Le sens. Dans les camps, ceux qui survivaient, c'était pas forcément les plus forts physiquement.
C'était ceux qui avaient une raison de tenir, un être aimé à retrouver, une œuvre à finir, une mission. Et il reprend cette phrase de Nietzsche que je trouve magnifique, donc je vous la partage. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Et ça, je trouve que c'est la vraie sortie de la course à la performance. C'est pas de gagner la course, c'est de te poser une seule question. Est-ce que je cours dans la bonne direction ? Parce qu'en fait, tu peux gagner tous les diplômes, tous les titres, tous les followers du monde. S'il n'y a pas de sens derrière, tu seras jamais heureux ou heureuse. Tu seras juste fatigué. Et à l'inverse, une vie modeste mais qui a du sens, elle est riche. Elle est vraiment riche. Reviens avec moi un instant sur ton canapé, celui du début, le canapé de ce soir où t'as tout fait et où tu te sens quand même pas bien. Avant cet épisode, peut-être que tu te disais que c'était toi le problème, que t'étais une chieuse, un chiant, jamais content, jamais contente. Et là, j'espère que t'as compris que c'est pas toi le problème. C'est une mécanique un peu plus globale, une mécanique entretenue par à peu près tout, qu'on se le dise, que ce soit ton enfance, la société, l'accélération, l'IA, les réseaux sociaux, les injonctions genrées, et que toi, t'étais juste pris ou prise dedans sans le savoir. Il y a 3 choses à retenir si tu retiens rien d'autre. 1. Tu n'es pas seul. Le perfectionnisme socialement prescrit a augmenté de 33% en moins de 30 ans. C'est-à-dire que c'est une pression collective, pas un défaut personnel. 2. Tu peux pas sortir du piège avec les outils du piège. C'est pas en performant plus que tu vas guérir de la pression de performer. Et 3. Le vrai déblocage, c'est pas de gagner la course, c'est de te demander pourquoi tu cours. Et la prochaine fois que tu seras sur ton canapé avec ce petit bruit de fond qui te dit « t'aurais pu faire plus », tu pourras peut-être lui répondre « non, là j'ai fait de mon mieux, vraiment, je suis assez, et juste j'ai fait de mon mieux, donc c'est suffisant ». Voilà. En tout cas, si l'épisode t'a parlé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast, ça aide vraiment à le faire connaître, ça aide au référencement. Et si tu connais quelqu'un dans ta vie qui tourne en boucle dans le « j'ai jamais fait, je fais jamais assez », partage-le lui. Ça peut être un petit déclic. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi, vraiment, vraiment, vraiment. Des bisous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ah, c'est la première fois le ciao, ciao. Je sais pas, je suis pas sûre. Des bisous, à bientôt.